Un milliardaire dévasté par la perte de sa femme trouve un réconfort inattendu lorsqu'une jeune fille humble l'invite à danser. Ce geste innocent déclenche une vague de vengeance, d'injustice et de révélations choquantes. Mais c'est précisément cette connexion improbable qui transforme les destins et dévoile des vérités devant l'élite de la ville. Le soleil se couchait sur l'avenue des Champs-Élysées, tandis qu'Antoine Dubois de Villeneuve observait la ville depuis la fenêtre panoramique de son bureau au dernier étage. À 55 ans, il dirigeait l'un des plus grands conglomérats d'affaires de France, avec des investissements allant du BTP à la technologie de pointe. Sa fortune était incalculable, mais son regard, toujours lointain, portait une mélancolie qu'aucun argent ne parvenait à effacer. 3 années s'étaient écoulées depuis que Hélène, son épouse, était partie après une longue bataille contre une maladie dégénérative. Avec elle, s'était éteinte la dernière étincelle de vie qui habitait le cœur de l'homme d'affaires. Il ne restait qu'une existence mécanique, partagée entre réunions, signatures de chèques de dons et nuits d'insomnie dans son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, l'une des communes les plus exclusives de la région parisienne. Monsieur Dubois, Madame Corbeau de la Fondation est en ligne. Elle insiste pour confirmer votre présence au bal de charité du lycée Saint-Louis de Gonzague demain soir, annonça Claudine, sa secrétaire, pour la 3e fois de la journée. Antoine soupira, ajustant sa montre en or à son poignet. « Dites-lui que oui, j'y serai. Uniquement pour la remise du chèque, » répondit-il sans émotion, comme on confirme un rendez-vous chez le dentiste. La Fondation Dubois, créée en hommage à la mémoire d'Hélène, finançait des projets éducatifs dans tout le pays. C'était le seul héritage auquel Antoine tenait vraiment, bien qu'il évitât au maximum les apparitions publiques que sa position exigeait. Mais cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. Le bal annuel du lycée Saint-Louis de Gonzague, fréquenté par les enfants de l'élite parisienne, était un événement qui combinait charité et ostentation sociale. En tant que principal donateur de la nouvelle bibliothèque, sa présence était pratiquement obligatoire. À l'autre bout de la ville, dans la commune de Saint-Denis, Louise Olivier terminait de coudre une robe rose claire pour sa fille Sophie. À 35 ans, Louise travaillait comme employée de maison dans l'hôtel particulier de Régine d'Alençon-Prévost, présidente de l'association des parents d'élèves du lycée Saint-Louis de Gonzague et l'une des femmes les plus influentes du cercle mondain de la haute société parisienne. « Ne bouge pas, ma chérie. Il ne reste plus qu'à ajuster l'ourlet, » disait Louise, des épingles entre les lèvres, agenouillée devant la petite Sophie qui ne parvenait pas à contenir son excitation. « Charabapi aurait aimé me voir danser, n'est-ce pas, maman ?» demanda la fillette de 10 ans, ses yeux marrons brillants d'impatience. Louise sourit avec tendresse. Son père, Sébastien Olivier, avait été un sergent respecté de l'armée de terre française, décoré pour actes de bravoure lors de missions humanitaires. Malgré les opportunités que sa renommée aurait pu lui offrir, il avait choisi de vivre avec simplicité et intégrité, des valeurs qu'il avait transmises à sa fille et à sa petite-fille avant de partir. « Oui, mon amour, il disait toujours que tu avais le rythme dans la peau, » répondit-elle, se souvenant avec affection de son père. Le bal de printemps du lycée était un événement traditionnel, où élèves, parents et bienfaiteurs se réunissaient pour célébrer la fin du semestre. Bien que Sophie n'y étudiât pas, elle fréquentait l'école publique du quartier, elle avait la permission d'accompagner sa mère, qui ferait partie de l'équipe de soutien engagée spécialement pour l'occasion. Le soir de l'événement, la salle de bal du lycée Saint-Louis de Gonzague resplendissait sous des lustres en cristal. Des tables élégamment décorées de compositions florales fraîches entouraient la piste de danse, où des adolescents en tenue de soirée s'amusaient au son d'un orchestre live. Dans les coins stratégiques, des adultes de la haute société parisienne discutaient affaires, politiques et des derniers potins. Antoine arriva ponctuellement à 20 heures, vêtu d'un impeccable costume italien bleu marine. Il salua brièvement le proviseur et quelques membres du conseil d'administration de la Fondation, remit le chèque symbolique pour la construction de la nouvelle bibliothèque et se retira dans un coin près du bar, où il espérait passer inaperçu jusqu'à pouvoir partir sans attirer l'attention. De son poste privilégié, il observait la frivolité ambiante avec un mélange d'ennui et de malaise. Les rires exagérés, les commentaires superficiels, les regards calculateurs, tout lui semblait une grande mise en scène, dont il avait lui-même fait partie un jour, quand Hélène était à ses côtés et que la vie avait encore un sens. Sophie aidait sa mère dans l'office, disposant des petits fours sur des plateaux. Elle portait la simple robe rose cousue avec tant d'amour
et avait ses cheveux bouclés, attachés en 2 tresses latérales, ornées de rubans assortis à la robe. « Reste ici, Sophie. Ne sors pas de l'office », recommanda Louise en sortant avec un plateau de canapé pour servir les invités. Mais la curiosité de la fillette fut la plus forte. Dès que sa mère s'éloigna, Sophie s'échappa vers la salle principale, émerveillée par les lumières, la musique et les tenues élégantes. Se faufilant entre les invités, elle arriva au bord de la piste de danse, où elle observait, fascinée, les couples tourbillonnés au son d'une valse. C'est alors que son regard croisa la silhouette solitaire d'Antoine, debout près du bar, un verre de whisky intact à la main. Il y avait quelque chose chez cet homme, à la posture rigide et au regard perdu, qui éveilla l'attention de la fillette, une tristesse profonde, semblable à celle qu'elle avait elle-même ressentie au départ de son grand-père. Sans réfléchir, poussée par un courage que son grand-père avait toujours loué, Sophie traversa la salle en direction de l'homme d'affaires. Elle s'arrêta devant lui, ajusta sa robe et d'une voix claire et décidée dit « Monsieur, aimeriez-vous danser avec moi ?» Antoine baissa les yeux, surpris par cette approche inattendue. Il vit une petite fille à la peau mate et aux yeux expressifs, qui le fixait avec un mélange d'espoir et de détermination. « Moi » demanda-t-il, confus. « Oui, monsieur. Mon grand-père disait qu'on ne doit jamais laisser quelqu'un seul dans une fête, » répondit Sophie avec simplicité. « Et vous avez l'air très seul. » Quelque chose dans cette observation enfantine, si directe et si vraie, toucha Antoine d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. L'espace d'un instant, le masque d'indifférence qu'il portait comme protection contre le monde se fendit, révélant un sourire hésitant. « Je ne sais pas si ce serait approprié, » commença-t-il en regardant autour de lui. « Pourquoi pas ?» insista Sophie. « Ce n'est qu'une danse. Je connais les pas, mon grand-père me les a appris. Je peux vous montrer. » De l'autre côté de la salle, Régine d'Alençon-Prévost observait la scène avec une indignation croissante. Elle reconnut immédiatement Sophie comme la fille de son employé et n'en croyait pas ses yeux. Une fille de banlieue, fille de domestique abordant l'un des hommes les plus puissants du pays. Mais cette enfant n'a donc aucune éducation. Commenta-t-elle à une amie portant sa coupe de champagne à ses lèvres peintes en rouge. « Je vais avoir une conversation sérieuse avec Louise demain. » Indifférente aux critiques, Sophie tendit la main à Antoine, qui, après un moment d'hésitation, l'accepta. Ensemble, ils se dirigèrent vers la piste de danse, provoquant des regards curieux et quelques chuchotements parmi les invités. L'orchestre, percevant ce moment insolite, se mit à jouer une mélodie plus douce. Au centre de la salle, la petite Sophie guidait les pas du puissant homme d'affaires avec une aisance surprenante. Antoine, d'abord embarrassé, se laissa bientôt emporter par l'instant. Pour la première fois en 3 ans, il sentit quelque chose de différent du vide qui habitait sa poitrine, une légèreté inattendue, une étincelle de joie authentique. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, tandis qu'il tourbillonnait doucement. « Sophie Olivier, monsieur. »« Et vous, Antoine Dubois de Villeneuve. »« C'est un nom long, » observa-t-elle avec un rire cristallin. « Je peux vous appeler juste Antoine ?» Il acquiesça, surpris lui-même de ne pas être dérangé par la familiarité de la fillette. D'une certaine manière, cette danse improvisée avec une enfant inconnue devenait le moment le plus authentique qu'il ait vécu depuis des années. Louise, en retournant à l'office et ne trouvant pas sa fille, partit à sa recherche, inquiète. Quand elle l'aperçut enfin au milieu de la salle, dansant avec un monsieur distingué qu'elle ne reconnut pas immédiatement, son cœur faillit s'arrêter. Rapidement, elle se fraya un chemin parmi les invités pour récupérer sa fille, craignant que Sophie ne dérange quelqu'un d'important. C'est alors que son regard croisa celui de Régine, sa patronne, qui observait la scène avec une expression qu'elle connaissait bien, un mélange de mépris et de colère contenue. À cet instant, Louise sut que cette nuit, d'une manière ou d'une autre, changerait leur vie pour toujours. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le lendemain matin, les premiers rayons de soleil illuminaient l'appartement en attique d'Antoine Dubois. Pour la première fois depuis des années, l'homme d'affaires avait dormi sans l'aide de médicaments. Dans son esprit, le sourire sincère de Sophie résonnait encore comme une mélodie persistante. Quelque chose chez cet enfant avait percé la bulle d'isolement dans laquelle il vivait depuis le départ d'Hélène. Pendant le petit déjeuner, servi ponctuellement à 7 heures, Antoine surprit son majordome en demandant les journaux, une habitude qu'il avait abandonnée depuis longtemps. Alors qu'il feuilletait les pages,
Son téléphone portable sonna. C'était Vincent Meunier, chef de sa sécurité personnelle et homme de confiance depuis plus de 2 décennies. « Bonjour, monsieur Dubois. J'ai reçu votre message. De quoi avez-vous besoin ?» Antoine hésita un instant, se demandant s'il n'était pas impulsif, voire déplacé, mais quelque chose en lui avait besoin d'en savoir plus sur cette petite fille et sa famille. « Je veux des informations sur une fillette nommée Sophie Olivier. Elle a dansé avec moi hier au bal du lycée Saint-Louis de Gonzague. Elle doit avoir environ 10 ans. Je veux savoir où elle vit. Avec qui? Quelle est la situation de sa famille? Soyez discret, Vincent. » Dans le 16e arrondissement, quartier chic de Paris, la matinée dans l'hôtel particulier des d'Alençon-Prévost commençait selon le rituel habituel. Régine, impeccablement vêtue même pour une journée à la maison, buvait sa tisane en consultant son agenda mondain de la semaine. Louise était arrivée ponctuellement à 6h30, comme d'habitude, et rangeait maintenant la cuisine après avoir préparé le petit déjeuner de sa patronne. Le silence pesant qui régnait dans l'air depuis l'arrivée de Louise fut rompu par le son métallique de la tasse posée avec une force excessive sur la soucoupe en porcelaine. « Louise, venez ici !» La voix de Régine était froide et contrôlée, mais avec une note de menace que l'employé connaissait bien. « Oui, madame, » répondit Louise, s'essuyant les mains sur son tablier avant de se présenter dans le salon. « Je veux que vous m'expliquiez ce que faisait votre fille hier, en train de danser avec Antoine Dubois de Villeneuve au milieu de la salle principale. » Le ton ne laissait aucun doute. Ce n'était pas une simple question, mais une accusation. « Madame, je vous prie de m'excuser. Sophie aurait dû rester dans l'office, mais elle s'est échappée quand je ne regardais pas. Elle n'avait pas l'intention de déranger qui que ce soit, » expliqua Louise, sentant ses mains trembler légèrement. « Déranger ?» Régine rit sans humour. « Avez-vous la moindre idée de qui est Antoine Dubois, l'un des hommes les plus puissants de ce pays? Ce n'est pas quelqu'un qu'on aborde comme ça, surtout pas la fille d'une employée de maison. » Les mots frappèrent Louise comme des gifles, mais elle garda son sang-froid, des années de pratique à cacher ses émotions face à des humiliations subtiles et moins subtiles. « Je vous demande pardon, madame. Cela ne se reproduira plus. » Régine se leva, ajustant son collier de perles d'un geste étudié. « Vous savez, Louise, j'ai toujours cru que vous étiez différente, plus consciente de votre place. Je suis déçue. » fit-elle une pause dramatique. « Maintenant, allez dans ma chambre et rangez ma commode. Le cadre en argent qui s'y trouve doit être nettoyé avec un soin particulier. » Dans le modeste appartement de Saint-Denis, Sophie finissait de se préparer pour l'école, encore transportée par les souvenirs de la veille. « Maman, tu as vu comme monsieur Antoine dansait bien? Il a dit qu'il avait oublié comment on faisait, » commentait-elle avec entrain, en attachant ses cheveux. « Tu crois que je le reverrai un jour ?» Madame Zélie, une voisine qui s'occupait de Sophie pendant que Louise travaillait, sourit à l'enthousiasme de la fillette. « Le monde est petit, ma puce. Qui sait? Allez, en route, sinon tu vas être en retard. » Au bureau du groupe Dubois, Antoine examinait quelques contrats lorsque Vincent entra, discret comme toujours, un dossier sous le bras. « Monsieur, j'ai les informations que vous avez demandées. » Antoine désigna la chaise en face de lui, soudainement anxieux. « Sophie Olivier, 10 ans, élève de l'école publique Jules Ferry. Vit avec sa mère, Louise Olivier, 35 ans, employée de maison à la résidence de Régine d'Alençon-Prévost, dans le 16e. Le père est absent, n'a jamais reconnu la paternité. La famille vit dans un petit appartement à Saint-Denis. Le grand-père maternel, Sébastien Olivier, était sergent dans l'armée de terre, décédé il y a 2 ans. » Vincent fit une pause avant de continuer. « Ce qui est intéressant, monsieur, c'est le dossier du sergent Sébastien. Il a été décoré pour bravoure lors de missions humanitaires en Afrique subsaharienne et au Mali. Il a sauvé des dizaines de civils lors d'une opération de sauvetage après un tremblement de terre. Il a refusé plusieurs fois des promotions et des avantages financiers, préférant rester sergent de carrière. Il était connu pour son intégrité inébranlable. » Antoine écoutait avec un intérêt croissant, chose inhabituelle pour quelqu'un qui montrait généralement peu d'émotion, quel que soit le sujet. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? La situation financière est difficile. Le loyer est en retard de 2 mois. La fillette suit des cours de danse classique dans une association locale. La mère travaille pour Madame d'Alençon-Prévost depuis 5 ans, 6 jours par semaine. » Antoine acquiesça, congédiant Vincent d'un geste. Il resta de longues minutes à contempler le dossier sur son bureau,
se sentant étrangement connecté à cette famille qu'il ne connaissait même pas. Il y avait quelque chose dans l'attitude de la petite Sophie qui lui rappelait la pureté et la spontanéité qu'Hélène avait toujours chérie. Dans l'hôtel particulier d'Alençon-Prévôt, la journée se déroulait normalement jusqu'à ce qu'un cri retentisse dans le couloir du premier étage. « Louise, venez ici immédiatement !» L'employée courut jusqu'à la chambre principale où elle trouva Régine debout près de la commode, le visage tordu par la fureur. « Qu'y a-t-il, madame ?»« Ne faites pas l'innocente » accusa Régine en désignant la commode. « Où est mon cadre en argent, celui qui appartenait à ma grand-mère ?» Louise regarda confuse l'espace vide où se trouvait normalement l'objet. « Il était là quand j'ai rangé la chambre tout à l'heure, madame. Je l'ai nettoyé comme vous me l'avez demandé. » Mensonge. Régine éleva la voix. « Je m'en doutais depuis un moment. De petits objets qui disparaissent, des choses qui ne sont pas à leur place. Je pensais me tromper, mais maintenant j'en suis sûr. » Le sang de Louise se glaça en comprenant l'insinuation. « Madame, je ne prendrai jamais quelque chose qui ne m'appartient pas. En 5 ans de service ici, 5 ans d'opportunité pour observer où je range mes objets de valeur, » l'interrompit Régine. « Je pense que vous avez vu le cadre. Vous vous êtes souvenu qu'il était en argent massif, et vous avez décidé que le risque en valait la peine. Non, madame, je vous en prie. » La voix de Louise trembla. « Il doit être quelque part dans la maison. Je peux vous aider à chercher. » Régine sourit cruellement. « Ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà appelé la police. » Le monde de Louise s'effondra. Elle savait qu'elle était innocente, mais elle savait aussi à quel point Régine d'Alençon-Prévôt était puissante. Sa parole contre celle d'une des femmes les plus influentes de la haute société parisienne. « S'il vous plaît, madame, j'ai une petite fille. Je n'ai jamais rien pris à vous. Il doit y avoir une erreur. » « L'erreur a été la mienne, en vous faisant confiance, » rétorqua Régine en se dirigeant vers la porte. « Prenez vos affaires et sortez de ma maison. Votre dernier salaire sera retenu jusqu'à ce que l'objet réapparaisse. Et remerciez-moi de ne pas insister sur la plainte à la police. » 40 minutes plus tard, Louise marchait sur le trottoir du 16e arrondissement avec un sac contenant ses effets personnels, le visage marqué par des larmes silencieuses. 5 années de travail terminées par une accusation injuste, sans référence, sans salaire, sans préavis. Comment paierait-elle le loyer en retard? Comment achèterait-elle à manger pour Sophie? Dans sa poche, son téléphone vibra. C'était Madame Zélie. « Louise, ma chère, je suis inquiète. Il y a un homme en bas de l'immeuble qui demande après vous. Il a dit qu'il est de la sécurité de Monsieur Antoine Dubois. Que se passe-t-il » Le cœur de Louise s'emballa. Que pouvait bien lui vouloir l'homme d'affaires? Était-il possible que Madame Régine ait répandu la fausse accusation si rapidement? « Dites-lui que j'arrive dans 1 heure, Zélie. Ne laissez rien savoir à Sophie pour l'instant. » Pendant ce temps, caché dans le tiroir à foulard de Régine d'Alençon-Prévôt, le cadre en argent brillait, intact, parti d'un plan calculé pour punir l'employé dont la fille avait osé danser avec Antoine Dubois de Villeneuve. Dans le luxueux bureau du groupe Dubois, Antoine signait quelques documents lorsque son téléphone sonna. C'était Vincent. « Monsieur, nous avons une situation. Madame Louise Olivier a été licenciée aujourd'hui sous l'accusation de vol. Apparemment, un cadre en argent aurait disparu. » Antoine fronça les sourcils, sentant une inquiétude croissante. « Coïncidence intéressante, juste après le bal. Enquêtez, Vincent. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé et restez en contact avec la famille, discrètement. » En raccrochant, l'homme d'affaires se dirigea vers la fenêtre, observant la ligne d'horizon de Paris avec un regard renouvelé. Pour la première fois depuis des années, il ressentait l'envie d'agir, de s'impliquer. Le geste simple et courageux de Sophie avait réveillé quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Son humanité. « Claudine », appela-t-il sa secrétaire via l'interphone, « annulez mes rendez-vous pour le reste de la semaine et organisez une réunion d'urgence avec les départements juridiques et financiers de la Fondation. J'ai un nouveau projet en tête. » À Saint-Denis, Louise arrivait chez elle, épuisée et dévastée, pour trouver Vincent Meunier attendant patiemment dans le hall de l'immeuble modeste. L'homme d'âge mûr, avec son costume discret et sa posture respectueuse, semblait déplacé dans cet environnement. « Madame Olivier, je m'appelle Vincent, je travaille pour Monsieur Antoine Dubois de Villeneuve. Il aimerait s'entretenir avec vous et votre fille. Serait-ce possible ?» Louise dévisagea Vincent avec un mélange de méfiance et de crainte. Après l'humiliation subie chez Régine, sa vulnérabilité était à vif. Permettre à un inconnu, même représentant un homme puissant,
d'entrer dans sa vie à ce moment-là semblait trop risqué. « Pourquoi M. Dubois veut-il nous parler ?» demanda-t-elle, restant ferme malgré les circonstances. « Il a été impressionné par votre fille au bal, » répondit Vincent avec sincérité. « Et il a appris ce qui s'est passé aujourd'hui chez Madame d'Alençon-Prévôt. Il pense pouvoir vous aider. » Une lueur d'espoir traversa le cœur de Louise, rapidement remplacée par la fierté. Elle ne voulait pas de charité, elle n'avait pas besoin d'un riche sauveur. Elle avait déjà affronté des difficultés et avait survécu avec dignité. « Je vous remercie de votre intérêt, mais je n'ai besoin de personne pour résoudre mes problèmes, » affirma-t-elle en se redressant. « Dites à M. Dubois que c'est aimable de sa part de s'inquiéter. » Vincent acquiesça respectueusement, lui tendant une carte. « Je comprends parfaitement. Si vous changez d'avis, voici mon contact direct. Je suis à votre disposition à tout moment. » En montant les escaliers jusqu'à son modeste appartement au 4e étage, Louise sentit le poids de la réalité s'abattre sur ses épaules. Comment expliquerait-elle à Sophie qu'elle avait perdu son emploi? Comment paierait-elle le loyer déjà en retard? Les économies mises de côté pour l'éducation de sa fille devraient être utilisées pour survivre les prochains mois, pendant qu'elle chercherait un nouvel emploi. « Maman !» s'exclama Sophie, en la voyant entrer courant pour l'embrasser. « Tu es rentrée tôt aujourd'hui. Madame Zélie a dit qu'un homme te cherchait. » Louise força un sourire, caressant les cheveux bouclés de sa fille. « Ce n'était qu'une connaissance, ma chérie. Rien d'important, » mentit-elle, protégeant sa fille de la dure réalité. « Comment s'est passée ta journée à l'école ?» Pendant que Sophie racontait avec animation son cours de sciences, Louise préparait un café, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle devrait appeler d'anciennes patronnes, demander des recommandations, peut-être accepter des ménages ponctuels, jusqu'à trouver quelque chose de stable. Le désespoir menaçait de la consumer, mais elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Pour Sophie, elle devait rester forte. Dans son penthouse surplombant Paris, Antoine recevait le rapport détaillé de Vincent sur sa rencontre avec Louise. « Elle a refusé toute aide comme vous l'aviez prévu », conclut le chef de la sécurité. « Elle est fière malgré sa situation difficile. » Antoine sourit légèrement, se rappelant la même dignité dans le regard de Sophie. « Telle mère, telle fille », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Vincent. « Et qu'avez-vous découvert sur l'accusation de vol ?»« Fausse, sans aucun doute. J'ai parlé discrètement avec un autre employé de la maison. Le cadre n'a jamais vraiment disparu. Madame d'Alençon-Prévôt l'a caché dans son propre tiroir. Une mise en scène évidente pour punir Louise du comportement de sa fille au bal. » Une lueur d'indignation traversa le visage habituellement impassible d'Antoine. Ce genre de cruauté calculée lui rappelait le pire aspect du monde des affaires et de la société dans lequel il vivait. La même hypocrisie et le même manque d'humanité qu'Hélène avait tant méprisé. « Préparez le plan dont nous avons discuté, Vincent, sans laisser de traces qui nous identifient. Je veux que cela ressemble à la providence divine, pas à la charité humaine. » Le lendemain matin, Louise se réveilla déterminée à commencer sa recherche d'emploi. Elle laissa Sophie avec Madame Zélie et se rendit au centre de Paris, CV en main, prête à frapper à toutes les portes si nécessaire. Après des heures de tentatives infructueuses, elle retourna à Saint-Denis, l'espoir diminué mais pas anéanti. En arrivant à son immeuble, elle fut abordée par M. Duval, le syndic. « Madame Olivier, heureusement que vous êtes là. J'ai une nouvelle pour vous. » Le cœur de Louise se glaça. Serait-ce l'expulsion qu'elle redoutait tant? « Que s'est-il passé, monsieur Duval ?» L'homme sourit, se grattant le crâne chauve. « La chose la plus étrange. Ce matin, une enveloppe est arrivée pour la copropriété. Dedans, il y avait le montant exact de vos loyers en retard, plus 3 mois d'avance, tout en liquide avec un mot disant que c'était pour régler votre dette. » Louise cligna des yeux, incrédule. « Comment ça? Qui a laissé ça? » « C'est là tout le mystère. Un coursier à moto l'a déposé et est reparti aussitôt. Il n'a laissé ni nom ni rien. Le mot disait juste « pour régler les loyers en retard et avancer les 3 prochains mois de l'appartement 42 de Louise Olivier. » Abasourdie, Louise monta les escaliers en essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Qui ferait une chose pareille? L'image de Vincent Meunier et par extension d'Antoine Dubois lui vint à l'esprit. Serait-il possible que, même après son refus, l'homme d'affaires ait décidé de l'aider anonymement? En ouvrant la porte de l'appartement, une autre surprise. Sur la table de la cuisine se trouvaient des sacs de supermarché remplis de provisions. Riz, haricots, viande, fruits, légumes, produits d'entretien. Assez pour un mois entier. « Zélie, d'où vient tout ça ?»
demanda-t-elle, effrayée. La voisine haussa les épaules, aussi surprise qu'elle. Le gardien m'a appelé en disant qu'il y avait une livraison pour vous. Quand j'ai ouvert la porte, le livreur était déjà en train de partir. Il a tout laissé et a disparu. Sophie courut pour embrasser sa mère, excitée. « Regarde, maman, il y a même le chocolat qu'on n'achète que les jours d'anniversaire. » Louise s'assit, sentant ses jambes flageoler. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Quelqu'un prenait soin d'elle, quelqu'un avec des ressources et des informations. « Madame Zélie, pouvez-vous rester encore un peu avec Sophie? Je dois régler quelque chose. » D'un pas décidé, Louise se rendit à la cabine téléphonique du quartier et composa le numéro sur la carte que Vincent lui avait donnée. « Je veux parler à Monsieur Dubois, » dit-elle, dès que le chef de la sécurité répondit. « Je sais que c'est lui. J'ai besoin qu'il arrête ça immédiatement. » 1 heure plus tard, sur une place de Saint-Denis, Louise attendait nerveusement. Ce ne fut pas une surprise lorsque Antoine Dubois lui-même apparut, vêtu de vêtements discrets, qui dégageaient tout de même élégance et pouvoir. « Madame Olivier, » salua-t-il formellement, « merci de me recevoir. »« Ce n'était pas une invitation, monsieur Dubois, c'était une convocation, » répondit-elle directement. « Vous vous immiscez dans ma vie sans ma permission. » Antoine acquiesça, sans nier l'accusation. « J'ai seulement voulu aider. Je n'ai pas besoin de charité, j'ai ma fierté et ma dignité. » L'homme d'affaires l'observa en silence pendant quelques instants, reconnaissant en elle la même force qu'il avait vue chez sa fille. « Ce n'est pas de la charité, madame Olivier, c'est de la reconnaissance. Votre fille m'a offert quelque chose que je n'ai pas reçu depuis des années, un moment d'humanité authentique. De plus, continua-t-il avant qu'elle ne puisse protester, je sais exactement ce qui s'est passé chez les d'Alençon-Prévôt. C'était une injustice motivée par le préjugé et la mesquinerie. » Louise déglutit, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Comment pouvez-vous savoir ça? »« J'ai mes ressources, » répondit-il simplement. « Le cadre n'a jamais été volé. Régine d'Alençon-Prévôt l'a caché pour avoir un prétexte pour vous licencier, en guise de punition pour le comportement de Sophie au bal. » La confirmation de ce que Louise soupçonnait déjà au fond de son cœur fut un choc, non pas par surprise, mais par la cruauté calculée de quelqu'un qui la connaissait depuis 5 ans. « Pourquoi cela vous importe-t-il » demanda-t-elle finalement. « Les gens comme Madame Régine font partie de votre cercle social, pas moi. » Antoine eut un demi-sourire amer. « C'est justement parce que je connais bien ce cercle que je sais à quel point il peut être toxique. Ma femme Hélène. » Il fit une pause. C'était la première fois depuis des années qu'il mentionnait son nom à une étrangère, disait toujours que la vraie noblesse ne réside pas dans les titres ou les comptes en banque, mais dans les gestes sincères et l'intégrité. Votre fille me l'a rappelé. Un silence s'installa entre eux, rempli seulement par les sons lointains du quartier ranimé. Louise étudia le visage de cet homme puissant qui, étonnamment, semblait aussi vulnérable qu'elle à cet instant. « J'ai appris pour votre père, le sergent Sébastien, » continua Antoine. « Un homme d'un honneur exceptionnel. Je comprends maintenant d'où vient le courage de Sophie. Il lui a appris que tendre la main quand on a peur est la plus grande preuve de courage, » dit Louise, s'autorisant un petit sourire en se souvenant de son père. « Une leçon précieuse, » acquiesça Antoine. « Madame Olivier, je ne peux pas défaire ce que Régine a fait, mais je peux vous offrir des alternatives. Pas comme de la charité, mais comme une opportunité juste. » Pendant qu'ils discutaient, dans l'hôtel particulier d'Alençon-Prévôt, Régine recevait un appel qui allait changer le cours de ses plans. « Comment ça, annuler ?» vociféra-t-elle au téléphone. « Le bal de bienfaisance de l'association est confirmé depuis des mois. Je suis la présidente du comité d'organisation. » De l'autre côté de la ligne, la secrétaire de la Fondation Dubois semblait mal à l'aise. « Je suis désolé, Madame d'Alençon. Monsieur Dubois a décidé de retirer le parrainage de l'événement. Sans les fonds de la Fondation, nous devrons l'annuler. »« C'est inadmissible, » protesta Régine. « Il doit y avoir une erreur. Je parlerai personnellement à Antoine. Monsieur Dubois est injoignable pour le moment. Il est en voyage d'affaires. » En raccrochant, Régine sentit un frisson parcourir son échine. Le bal annuel de l'association était son événement mondain le plus important, celui qui consolidait sa position au sommet de la pyramide sociale parisienne. Une annulation serait dévastatrice pour son image. Quelques jours plus tard, une enveloppe arriva chez Louise. À l'intérieur, 2 invitations formelles pour le grand bal de gala de la Fondation Dubois, l'un des événements les plus exclusifs du calendrier mondain français, qui se tenait chaque année à l'hôtel Ritz à Paris. Avec les invitations, un simple billet, invité d'honneur, transport et hébergement pris en charge. Réponse attendue.
Et le plus surprenant, une boîte contenant 2 robes de haute couture, une pour adultes et une pour enfants, toutes deux d'un bleu profond comme l'océan vu du ciel, signées par l'un des plus grands couturiers français. Louise contempla les robes avec un mélange d'émotion et de crainte. Les accepter signifiait entrer dans un monde qui lui était complètement étranger, où elle serait jugée et observée. Les refuser serait se priver, ainsi que Sophie, d'une occasion unique de réparation. Pendant ce temps, au siège de la Banque du Bois, Antoine menait une réunion extraordinaire avec ses directeurs. « Je veux que vous rachetiez l'hypothèque de la propriété de la famille d'Alençon-Prévost dans le 16e, ordonna-t-il calmement. Payez ce qu'il faut aux créanciers actuels, mais faites-le discrètement, via l'une de nos filiales. » Les cadres échangèrent des regards surpris. Il était rare que le président s'implique personnellement dans des opérations immobilières de si petite envergure. « Un projet particulier pour cette propriété, monsieur ?» se risqua à demander le directeur financier. Antoine s'autorisa un léger sourire. « Disons simplement que j'ai l'intention de faire un audit minutieux des paiements et des termes du contrat. S'il y a la moindre irrégularité, aussi minime soit-elle, je veux qu'elle soit traitée avec la plus grande rigueur. » Dans l'appartement de Saint-Denis, Sophie tournait émerveillée devant le miroir, admirant la robe bleue qui tombait parfaitement sur son corps d'enfant. « Maman, on dirait de la magie. Comment a-t-il su ma taille exacte ?» Louise sourit, tenant dans ses mains le carton réponse qu'elle avait finalement décidé d'envoyer, confirmant leur présence au bal. « Les gens comme Monsieur Dubois ont des ressources qui nous semblent magiques, ma chérie. Tu crois qu'on va y voir Madame Régine ?» demanda Sophie innocemment. Le sourire de Louise vacilla un instant. « Peut-être, ma chérie, mais ne t'inquiète pas de ça pour l'instant. » Ce que Louise ignorait, c'est qu'au même moment, Régine d'Alençon-Prévost recevait une notification formelle de la Banque du Bois, l'informant que son hypothèque avait été rachetée par l'institution et qu'un audit complet des paiements serait réalisé dans les prochains jours en raison d'incohérences détectées. La guerre silencieuse entre Antoine Dubois et Régine d'Alençon-Prévost avait commencé, et ses premiers coups étaient sur le point de provoquer un séisme dans les fondations de la haute société parisienne. La semaine précédant le grand bal de gala de la Fondation Dubois se transforma en un tourbillon d'émotions pour Louise et Sophie. Un chauffeur privé se présentait ponctuellement chaque jour pour les emmener aux préparatifs. Essayage final des robes, séance chez un coiffeur et un maquilleur de renom, et même un bref cours sur l'étiquette des bals formels. Sophie absorbait chaque moment avec la curiosité naturelle d'une enfant, tandis que Louise oscillait entre gratitude et malaise. La gentillesse anonyme initiale d'Antoine s'était transformée en quelque chose de plus complexe, une invitation à pénétrer dans un monde qu'elle n'avait toujours observé que de la périphérie. « Maman, tu es nerveuse ?» demanda Sophie la veille de leur départ pour le centre de Paris, alors qu'elle préparait une petite valise avec leurs effets personnels. Louise sourit, caressant les cheveux de sa fille. « Un peu, ma chérie, tout cela est si différent de ce à quoi nous sommes habitués. »« Papy disait que le trac, c'est juste de l'enthousiasme déguisé, » répondit Sophie avec la sagesse simple héritée de son grand-père. « Il serait fier de nous voir aller à un bal de gala, n'est-ce pas ?» Le souvenir de son père fit monter les larmes aux yeux de Louise. Sébastien avait toujours rêvé d'offrir une vie meilleure à sa fille et à sa petite-fille, sans jamais compromettre ses principes. « Oui, mon amour, surtout parce que nous y allons la tête haute, par notre propre mérite. » Dans son penthouse parisien, Antoine finalisait les préparatifs de sa soirée. Contrairement aux années précédentes, où il ne se rendait au bal de la Fondation que par obligation protocolaire, il ressentait cette fois une véritable attente. La présence de Louise et Sophie représentait quelque chose de nouveau, une rupture avec l'ennui existentiel qui avait dominé sa vie depuis le départ d'Hélène. Vincent entra dans le bureau, un dossier à la main. « Les derniers rapports sur l'affaire d'Alençon-Prévost, monsieur. » Antoine acquiesça, feuilletant les documents avec attention. « Alors, elle a vraiment du mal à rembourser l'hypothèque ?»« Oui, monsieur. Apparemment, Madame Régine a investi au-delà de ses moyens réels pour maintenir les apparences. Son mariage avec Monsieur Édouard Prévost, qui soutenait financièrement son style de vie, s'est terminé il y a 3 ans, et depuis, elle accumule les dettes. »« Intéressant, » murmura Antoine. « Nous parlons de la même époque où j'ai perdu Hélène. Des vies qui s'effondrent pour des raisons différentes. » Vincent resta silencieux et respectueux, habitué aux rares moments où son patron se permettait des digressions personnelles. « Et pour le cadre, avez-vous obtenu les preuves ?»« Oui, monsieur, » répondit le chef de la sécurité en tendant une enveloppe.
des images des caméras de sécurité de la résidence dont elle ignore l'existence. Le système a été installé par son ex-mari et reste opérationnel. Les images montrent clairement Madame Régine cachant l'objet dans le tiroir à foulard, puis accusant Madame Olivier. Antoine examina les photos avec une expression grave. « Parfait. Préparez des copies pour l'événement. Je veux avoir tout sous la main si nécessaire. » Dans le 16e arrondissement, Régine d'Alençon-Prévost vivait des jours d'angoisse croissante. L'annulation du parrainage de la Fondation Dubois pour son événement caritatif n'avait été que le début. Maintenant, elle faisait face à la menace de perdre son hôtel particulier après le rachat de son hypothèque par la Banque Dubois. Assise dans son salon, entourée du luxe qu'elle chérissait tant, Régine répondait à un appel qui ne faisait qu'aggraver sa situation. « Comment ça, je ne pourrais pas assister au bal de la Fondation? Je suis invitée depuis 10 ans consécutifs. » La voix polie mais ferme de la secrétaire de la Fondation Dubois ne laissait aucune place aux appels. « Je suis désolée, Madame d'Alençon. La liste des invités a fait l'objet d'une révision minutieuse cette année. De nombreux noms traditionnels ont été remplacés par des représentants de causes sociales soutenues par la Fondation. » Régine raccrocha, furieuse. D'abord le parrainage annulé, puis l'hypothèque. Maintenant l'exclusion de la liste de l'événement le plus prestigieux de l'année. Il était impossible de ne pas y voir une logique. Quelqu'un s'attaquait systématiquement à sa position sociale, et elle avait une forte suspicion sur l'identité de cette personne. Le lendemain matin, une limousine attendait Louise et Sophie devant leur modeste immeuble à Saint-Denis. Le voisinage observait avec curiosité, tandis que mère et fille, ne portant qu'une petite valise, montaient à bord du véhicule luxueux. « Direction l'aéroport du Bourget », indiqua le chauffeur. « Le jet privé de M. Dubois est déjà prêt. » Pendant le court trajet en voiture, Sophie ne contenait pas son excitation, collant son visage à la fenêtre pour observer le monde défiler. Louise, de son côté, essayait de digérer la grandeur de tout cela. Un jet privé, une suite à l'hôtel Ritz, des robes de haute couture, le contraste avec sa réalité quotidienne ne pouvait être plus extrême. « Pourquoi fait-il tout ça, maman ?» demanda Sophie soudainement, comme si elle lisait dans les pensées de sa mère. Louise réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois que ta danse avec lui a touché quelque chose d'important dans son cœur, ma chérie. Parfois, les petits gestes ont des pouvoirs que nous n'imaginons même pas. » Dans le hall de l'hôtel Ritz, Antoine reçut un appel inattendu. « Monsieur Dubois, c'est Régine d'Alençon-Prévost. » Sa voix, habituellement hautaine, semblait tendue et faussement humble. « Madame d'Alençon, quelle surprise !» répondit-il avec une froideur polie. « J'aimerais solliciter une rencontre avant le bal de ce soir. Je crois que nous avons des sujets importants à discuter. » Antoine sourit légèrement, percevant la transparence de la tentative. « Je suis navré, mais mon agenda est complet. Peut-être pourrons-nous discuter pendant l'événement lui-même. »« Je n'ai pas été invité cette année, » admit Régine, peinant à dissimuler sa frustration. « Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a aucune erreur, Madame d'Alençon. Les choix de la Fondation cette année ont privilégié des personnes dont le caractère est d'une intégrité avérée. » Le silence de l'autre côté de la ligne révéla l'impact des mots. « M'accusez-vous de quelque chose, Monsieur Dubois ? Je ne fais que constater des faits. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, avant qu'il ne puisse mettre fin à l'appel, Régine joua sa dernière carte. « Je sais que vous êtes derrière tout ça. L'hypothèque, l'annulation du parrainage, l'exclusion de la liste des invités, tout ça parce que cette petite fille, la fille de mon ex-employé, a dansé avec vous. Je n'imaginais pas qu'un homme de votre stature se laisserait influencer par de la sensiblerie bon marché. » Antoine respira profondément, gardant son sang-froid. « Vous vous trompez, madame. Mes actions ne sont pas motivées par la sensiblerie, mais par la justice. À propos, comment va votre cadre en argent? L'avez-vous retrouvé ?» Le silence soudain de l'autre côté révéla que le message avait été compris. Régine réalisa qu'il savait, d'une manière ou d'une autre, pour sa machination contre Louise. « Ça ne se passera pas comme ça, » menaça-t-elle d'une voix tremblante. « Vous avez raison, » acquiesça Antoine. « Ça ne se passera pas comme ça. Ce sera bien pire si vous continuez sur cette voie. Maintenant, excusez-moi, j'ai des invités importants à recevoir. » En raccrochant, Antoine ressentit une satisfaction qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. La confrontation avec Régine représentait plus qu'une querelle personnelle. C'était un affrontement entre les valeurs qu'Hélène avait toujours défendues, intégrité, justice, compassion, et la superficialité cruelle du monde social qui les avait tant étouffés.
L'après-midi, Louise et Sophie furent conduites dans un salon privé de l'hôtel, où une équipe de professionnels les attendait pour les derniers préparatifs. Coiffeurs, maquilleurs et un conseiller en images veillèrent à ce que chaque détail soit parfait. Quand elle se vit enfin prête devant le miroir, Louise reconnut à peine la femme élégante qui la regardait. La robe bleu marine mettait en valeur sa peau mate et ses yeux sombres, tandis que la coiffure sophistiquée soulignait la beauté naturelle que des années de dur labeur avaient estompée. « Maman, tu es magnifique !» s'exclama Sophie, tout aussi éblouissante dans sa version enfantine, du même modèle. On frappa discrètement à la porte. C'était Vincent, impeccable dans son costume sombre. « Mesdames, il est l'heure. Monsieur Dubois demande l'honneur de vous escorter personnellement jusqu'au salon. » Dans le hall de l'hôtel, Antoine attendait. En voyant la mère et la fille s'approcher, quelque chose dans son regard changea. Une lueur d'admiration sincère qui n'échappa pas à la perception de Louise. « Vous êtes absolument resplendissante !» commenta-t-il avec sincérité. Sophie fit une petite révérence, comme elle l'avait appris lors de ses cours d'étiquette, arrachant un sourire à Antoine. « Merci pour l'invitation, monsieur », remercia Louise, encore mal à l'aise avec la situation, mais déterminée à garder sa dignité. « Le plaisir est pour moi », répondit-il en lui offrant son bras. « Cette soirée sera mémorable, je vous le promets. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Régine d'Alençon-Prévost, bravant son exclusion de la liste, avait utilisé ses relations pour obtenir une invitation de dernière minute. Déterminée à affronter Antoine et à défendre sa position sociale, elle se dirigeait à ce moment même vers l'hôtel Ritz, sans imaginer ce qui l'attendait. Le grand salon de l'hôtel resplendissait sous la lumière de centaines de bougies et de lustres en cristal. L'élite française et internationale circulait en tenue de gala, entre conversations sur l'art, la politique et, inévitablement, les potins sur les présents et les absents. L'entrée d'Antoine Dubois, accompagné de Louise et Sophie, provoqua un murmure immédiat. C'était la première fois depuis des années que l'homme d'affaires, connu pour son isolement après la mort de sa femme, apparaissait accompagné, et non pas par une mondaine ou une célébrité, mais par une femme inconnue et sa fille. « Qui sont-elles » chuchotèrent les invités entre eux. « Une parente éloignée d'Hélène ?» Alors qu'ils avançaient dans le salon, Antoine tenait à présenter Louise et Sophie aux personnalités les plus importantes présentes, toujours avec une déférence et un respect sincères. À la surprise de beaucoup, il souriait avec naturel, chose qu'il n'avait pas faite publiquement depuis la perte de sa femme. « Monsieur le ministre, permettez-moi de vous présenter Louise Olivier et sa fille Sophie, » dit-il en saluant un homme politique important. Sophie est la jeune danseuse qui m'a inspiré à élargir le programme éducatif de la Fondation cette année. Louise observait tout avec un mélange de fascination et de prudence. Elle sentait les regards curieux, parfois amicaux, parfois critiques, mais restait sereine, inspirée par le naturel avec lequel Sophie faisait face à la situation. De l'autre côté du salon, Régine d'Alençon-Prévost venait d'arriver, arborant une robe rouge extravagante et des bijoux qui semblaient crier pour attirer l'attention. Son regard parcourut la salle jusqu'à localiser Antoine et, à son grand choc, Louise et Sophie à ses côtés. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle pour elle-même, sentant le sang se glacer dans ses veines. Déterminée à affronter la situation, Régine traversa le salon en direction du trio. Son visage alternait entre des sourires forcés pour les connaissances et une expression de fureur contenue qu'elle ne parvenait pas à dissimuler complètement. « Antoine, mon cher !» s'exclama-t-elle avec une fausse cordialité en s'approchant. « Quelle merveilleuse surprise! Je ne savais pas que vous seriez là ce soir. » L'homme d'affaires se tourna lentement, son visage adoptant une expression neutre et polie. « Régine, je ne me souviens pas de vous avoir vue sur la liste des invités cette année. »« Oh, il doit y avoir une erreur. Je l'ai résolue à la dernière minute, » répondit-elle en détournant le regard vers Louise et Sophie. « Mais quelle coïncidence extraordinaire! N'est-ce pas mon ancien employé et son adorable fille ?» Le ton condescendant ne passa inaperçu pour personne. Louise sentit son corps se raidir, mais garda une posture élégante. « Bonsoir, Madame d'Alençon », répondit-elle avec dignité. Sophie, faisant preuve d'une maturité au-delà de son âge, se contenta de sourire poliment, sans dire un mot. Régine se tourna de nouveau vers Antoine, ignorant délibérément la mère et la fille. « Nous devons parler, Antoine, de l'hypothèque, du parrainage, certains malentendus qui peuvent être éclaircis. » Le murmure alentour avait diminué et plusieurs invités proches observaient la scène avec une curiosité
à peine dissimulée. La confrontation entre deux figures éminentes de la société, avec la présence mystérieuse d'une inconnue et de sa fille, promettait d'être le sujet de la soirée. Antoine sourit légèrement, comme s'il avait attendu ce moment. « En effet, Régine, nous avons beaucoup à éclaircir. Et il n'y a pas de meilleur moment que le présent, ni de lieu plus approprié que celui-ci, répondit-il en élevant subtilement la voix pour que tout le monde autour puisse entendre. Le salon, comme s'il obéissait à un commandement invisible, devint progressivement silencieux. L'orchestre baissa le volume, les conversations cessèrent, et tous les regards se tournèrent vers le petit groupe au centre de la pièce. C'était le moment qu'Antoine avait méticuleusement planifié, la confrontation entre deux visions du monde qui déterminerait non seulement le destin de Louise et Sophie, mais aussi le sens même de la fondation Dubois à l'avenir. Régine réalisa trop tard qu'elle était tombée dans un piège. Son visage blêmit lorsqu'elle vit Vincent s'approcher discrètement, remettant une enveloppe à Antoine. « Et si nous commencions par parler d'un certain cadre en argent ?» suggéra Antoine en sortant quelques photographies de l'enveloppe. Ou peut-être des véritables raisons qui ont conduit au licenciement injuste d'une employée exemplaire. Le grand salon de l'hôtel Ritz s'était transformé en un tribunal silencieux. Des dizaines de regards convergèrent vers le centre, où Antoine Dubois, Régine d'Alençon, Louise et la petite Sophie formaient un quatuor improbable. La tension dans l'air était presque palpable, intensifiée par le silence soudain de l'orchestre. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Régine, essayant de garder son sang-froid, bien qu'un léger tremblement dans sa voix la trahît. Antoine leva discrètement les photographies, ne permettant qu'à elle de les voir pour le moment. « Ces images vous montrent en train de cacher délibérément le cadre en argent dont vous accuseriez Louise de vol, quelques heures plus tard, expliqua-t-il d'une voix calme mais ferme. Ce sont des captures des caméras de sécurité installées par votre ex-mari, qui fonctionnent toujours à votre insu. » Le visage de Régine blêmit visiblement. Ses yeux passèrent des photographies à Antoine, puis à Louise, pour finalement se poser sur Sophie, qu'il observait avec une curiosité enfantine dénuée de jugement. « C'est une violation de la vie privée, » protesta-t-elle en reculant d'un pas. « Vous n'aviez pas le droit d'accéder à ces images. En réalité, le système de sécurité est légalement la propriété de M. Édouard Prévost, qui a aimablement autorisé l'accès lorsqu'il a appris les circonstances, » rétorqua Antoine. Il a été particulièrement déçu de découvrir que son patrimoine familial était utilisé pour des machinations mesquines. Les invités les plus proches commencèrent à murmurer entre eux. Des bribes de la conversation se répandaient rapidement dans le salon, comme de petites ondes concentriques sur un lac perturbé. Louise observait la scène avec un mélange de justification et de malaise. D'un côté, la vérité éclatait enfin. De l'autre, assister à l'humiliation publique de Régine, aussi méritée soit-elle, ne lui apportait pas la satisfaction qu'elle avait imaginée. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Antoine, fixant son regard sur celui de Régine. « Pourquoi détruire la réputation et les moyens de subsistance d'une femme honnête? Que vous ont fait Louise ou Sophie de si terrible ?» Régine regarda autour d'elle, réalisant qu'elle était entourée de visages qui l'admiraient autrefois et qui la regardaient maintenant avec une désapprobation croissante. Son monde soigneusement construit s'effondrait sous ses yeux. « Elle ne connaissait pas sa place, » répondit-elle finalement en désignant Sophie. « Cette fille a envahi un espace qui n'était pas le sien, a abordé des gens qu'elle n'aurait pas dû aborder. Et vous, se tourna-t-elle vers Antoine, vous l'avez permis. Vous avez dansé avec elle comme si c'était normal. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La crudité de ces mots, chargés d'un préjugé à peine dissimulé, choqua même les plus conservateurs présents. Antoine fit un pas en avant, son expression sereine mais résolue. Sophie Olivier est la petite-fille du sergent Sébastien Olivier, un héros militaire décoré qui a sauvé des dizaines de vies lors de missions humanitaires internationales. Un homme qui a refusé promotion et récompenses financières pour rester fidèle à ses principes d'humilité et de service. Il fit une pause significative. Quant à Louise, elle est la fille de cet homme exemplaire, une travailleuse infatigable et une mère dévouée, qui enseigne à sa fille des valeurs qui sont malheureusement devenues rares dans nos cercles sociaux. Certains invités plus âgés hochèrent la tête en reconnaissance du nom du sergent, dont la réputation avait traversé les générations. Quant à la place de Sophie, continua Antoine, elle était exactement là où elle devait être ce soir-là, en train de tendre la main à quelqu'un qui semblait en avoir besoin, sans se soucier du statut social ou des apparences.
Un geste que beaucoup d'adultes présents feraient bien d'apprendre. Régine sentit le regard de dizaines de personnes qu'elle considérait, quelques minutes plus tôt encore, comme ses pairs. Maintenant, elle voyait dans leurs yeux quelque chose de pire que le rejet. Elle voyait de la pitié. « Vous allez le regretter, Antoine », menaça-t-elle dans un dernier acte de désespoir. « Vous ne pouvez pas m'humilier ainsi et espérer qu'il n'y ait pas de conséquences. » L'homme d'affaires sourit légèrement, sans trace de méchanceté. « Les conséquences sont déjà en cours, Régine. L'hypothèque de votre hôtel particulier a été rachetée par la Banque du Bois et un audit complet a révélé des irrégularités dans les paiements et les déclarations de revenus. Légalement, vous avez 90 jours pour régulariser la situation ou faire face à l'exécution de la dette. Vous ne pouvez pas faire ça. » « En fait, si. Ce ne sont que des affaires. Rien de personnel, répondit-il, bien que tout le monde sût que c'était en fait très personnel. Mais je suis disposé à vous offrir une alternative. » Régine plissa les yeux, méfiante. Quelle alternative? Des excuses publiques maintenant devant tout le monde, suivies d'une demande de pardon formelle à Louise et Sophie. En échange, la Fondation Dubois prendra en charge votre dette auprès de la banque, vous permettant de conserver votre propriété. Les murmures dans le salon s'intensifièrent. La proposition était à la fois généreuse et humiliante, un test ultime pour l'orgueil de Régine. Pendant un long moment, elle resta immobile, comme une statue de marbre dans sa robe rouge voyante. Ses yeux parcoururent la foule qui attendait sa réponse, s'arrêtant finalement sur Sophie, qui l'observait sans hostilité, juste avec une curiosité enfantine. Le conflit intérieur était visible sur son visage. Admettre publiquement avoir monté un coup contre une employée serait dévastateur pour sa réputation. Mais perdre l'hôtel particulier signifierait la fin définitive de son statut social. « Je... » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je ne peux pas. » Sans terminer sa phrase, elle fit demi-tour et se dirigea rapidement vers la sortie sous des regards stupéfaits. Sa silhouette rouge diminua jusqu'à disparaître par les portes du salon, laissant derrière elle non seulement un événement mondain, mais toute une vie soigneusement construite sur de fausses apparences. Le silence persista quelques secondes, bientôt remplacé par le murmure croissant de commentaires et de spéculations. Antoine se tourna vers Louise et Sophie avec une expression de regret sincère. « Je suis désolé que vous ayez assisté à cela, » dit-il avec sincérité. « Mon intention n'était pas de transformer la soirée en spectacle. » Louise acquiesça, compréhensive. Parfois, la vérité doit éclater, même si c'est de manière douloureuse. À ce moment, Sophie tira légèrement la main d'Antoine. « Monsieur Antoine, on peut danser maintenant ?» demanda-t-elle avec le naturel que seuls les enfants possèdent, comme si les événements traumatisants des dernières minutes n'avaient pas eu lieu. La demande inattendue arracha un sourire sincère à l'homme d'affaires. « Rien ne me ferait plus plaisir, mademoiselle Sophie. » D'un geste discret vers l'orchestre, qui reprit immédiatement une valse douce, Antoine conduisit Sophie au centre de la piste de danse. Comme la première fois au bal de l'école, la petite guidait les pas avec une aisance surprenante, tandis que le puissant homme d'affaires suivait, s'autorisant un moment de pure joie. Les invités observaient, charmés, certains applaudissant même discrètement. L'image était puissante dans sa simplicité. Un homme qui avait perdu tout ce qui comptait vraiment redécouvrait la joie à travers l'innocence d'un enfant. Louise contemplait la scène avec une émotion contenue, quand elle sentit quelqu'un s'approcher. C'était Vincent, le chef de la sécurité d'Antoine. « Madame Olivier, Monsieur Dubois m'a demandé de vous remettre ceci quand le moment serait opportun, » dit-il en lui tendant une enveloppe. Intriguée, Louise ouvrit l'enveloppe, trouvant un contrat formel avec l'entête de la Fondation Dubois. À mesure qu'elle lisait, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. C'était une proposition d'emploi, non pas comme femme de ménage, cuisinière ou employée de maison, des fonctions qu'elle avait occupées toute sa vie, mais comme coordinatrice d'un nouveau programme de la Fondation destiné aux familles d'anciens combattants. Le salaire proposé était plusieurs fois supérieur à ce qu'elle avait jamais reçu, incluant des avantages comme une assurance maladie, une retraite complémentaire et, le plus important, une bourse intégrale pour les études de Sophie dans l'établissement de son choix. « Il est sérieux ?» demanda-t-elle à Vincent incrédule. « Monsieur Dubois n'a jamais été plus sérieux de sa vie, » répondit le chef de la sécurité avec un rare sourire. « Il a reconnu en vous les qualités qu'il admire le plus, l'intégrité, la force et la capacité de surmonter les épreuves. La Fondation a bien plus besoin de ces qualités que de noms de familles illustres ou de relations sociales. » Tout en assimilant l'information,
Louise observait Antoine et Sophie terminer leur danse. L'homme d'affaires s'inclina formellement devant la fillette, qui répondit par une gracieuse révérence, déclenchant des applaudissements spontanés des invités. En revenant vers Louise, Antoine semblait différent. Pas seulement à cause des sourires qu'il offrait maintenant plus facilement, mais par une légèreté dans ses pas et une vivacité dans son regard qui révélait un homme sortant d'une longue torpeur émotionnelle. « Je vois que Vincent vous a remis ma proposition », commenta-t-il en remarquant le contrat dans ses mains. « J'espère que vous l'examinerez sérieusement. »« Pourquoi ?» demanda Louise directement. « Pourquoi moi ?» Antoine regarda Sophie, qui discutait maintenant avec animation avec un pianiste de renom de ses cours de musique à l'association de son quartier. « Parce que votre fille m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Parce que vous avez fait preuve de dignité dans des circonstances qui auraient brisé des personnes plus faibles. Et parce que, fit-il une pause, choisissant soigneusement ses mots, Hélène, ma femme, m'a toujours dit que notre fondation devrait être bâtie par des gens qui connaissent à la fois la difficulté et la résilience. La théorie sans la pratique est vide de sens. » Louise contempla le contrat quelques instants, réfléchissant au tournant inattendu que la vie lui avait présenté ces dernières semaines. « Je ne sais pas si je suis qualifiée pour un tel poste, » admit-elle avec honnêteté. « Vous avez la seule qualification qui compte vraiment, le caractère, » répondit Antoine avec conviction. « Le reste peut s'apprendre. » Cette nuit-là, tandis que Paris scintillait sous un ciel étoilé, 3 vies profondément différentes convergeaient dans une nouvelle direction. Sophie, dans sa sagesse enfantine, avait été le catalyseur d'une transformation qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. 6 mois plus tard, le siège de la Fondation Dubois à Paris bourdonnait d'activité. Le nouveau programme pour les familles d'anciens combattants, dirigé par Louise, était devenu un succès instantané, attirant l'attention nationale et internationale. Dans son bureau élégant mais sans prétention, Louise terminait une visioconférence avec des représentants du ministère des Armées. À côté d'elle, une photographie du sergent Sébastien occupait une place de choix, à côté d'un cadre montrant Sophie dans son uniforme du lycée Saint-Louis de Gonzague, où elle étudiait désormais avec une bourse complète. En raccrochant, elle remarqua Antoine debout à la porte, l'observant avec un sourire discret. « Impressionnant comme vous avez obtenu le soutien du général Fournier en une seule réunion », commenta-t-il en entrant, après y avoir été invité d'un geste. « J'essaie d'obtenir une audience avec lui depuis des années. » Louise sourit, déjà habituée à son nouveau rôle et à la relation professionnelle et amicale qu'elle avait développée avec l'homme d'affaires. « Le général a servi avec mon père. Il a dit que toute fille de Sébastien Olivier mérite d'être écoutée. » Antoine acquiesça, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau, une inversion significative des rôles sociaux qui, curieusement, semblait naturelle pour tous les deux. « Sophie m'a demandé de confirmer ma présence à son récital de piano samedi prochain, » dit-il en consultant discrètement son agenda. « Apparemment, je suis l'invité d'honneur. »« Elle n'arrête pas de répéter le morceau qu'elle va jouer pour vous, » répondit Louise. « Elle dit que c'est une surprise spéciale. » Un moment de silence confortable s'installa entre eux. Ce n'était plus le silence gêné des premières rencontres, mais la quiétude partagée de 2 personnes qui, malgré des origines radicalement différentes, avaient trouvé de véritables points de connexion. « J'ai appris que Régine d'Alençon a vendu son hôtel particulier et a déménagé au Portugal, » commenta finalement Louise. « Oui, après avoir refusé l'offre de la Fondation, elle n'a eu d'autre choix que de vendre la propriété pour régler ses dettes, » confirma Antoine. Ironiquement, l'acheteur est Édouard, son ex-mari. Il a l'intention de transformer le lieu en centre culturel. Louise réfléchit au chemin tortueux du destin. Elle ne ressentait aucune joie du malheur de Régine, juste la sereine constatation que, comme son père le disait toujours, la vie a sa propre façon d'équilibrer les choses. De l'extérieur du bureau, des voix animées annoncèrent l'arrivée de Sophie, qui venait de rentrer de l'école. La fillette, maintenant âgée de presque 11 ans, entra comme une tornade d'énergie, portant encore l'uniforme impeccable du lycée Saint-Louis de Gonzague. « Maman, monsieur Antoine !» s'exclama-t-elle en les voyant. « Devinez quoi? J'ai été choisie pour représenter l'école aux Olympiades nationales de mathématiques. » Louise se leva pour embrasser sa fille, tandis qu'Antoine l'observait avec une fierté sincère. Sophie s'était épanouie au cours des derniers mois, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi en confiance et en maturité, sans jamais perdre la spontanéité et la bonté qui la caractérisaient. « Cela mérite une célébration, » déclara Antoine. « Que diriez-vous d'un dîner au restaurant japonais que tu aimes tant ?»
Sophie tapa dans ses mains, excitée, mais se reprit aussitôt, adoptant une expression faussement sérieuse. « Seulement si on peut aussi inviter Madame Zélie. Je lui ai promis qu'un jour je l'emmènerai goûter des sushis. » Louise et Antoine échangèrent des regards amusés. C'était typique de Sophie de toujours penser aux autres, même dans ses moments de réussite personnelle. « Bien sûr, » acquiesça Antoine. « J'enverrai Vincent la chercher. » Pendant que Sophie sortait précipitamment pour se changer, Louise et Antoine restèrent dans le bureau, contemplant la transformation de leur vie au cours des derniers mois. « Vous savez, parfois je me demande qui a aidé qui dans toute cette histoire, » commenta Antoine pensivement. Louise sourit. « Peut-être que nous nous sommes tous aidés les uns les autres, de différentes manières. » Sur le mur derrière elle, un tableau récemment installé affichait la phrase devenue la devise du nouveau programme de la Fondation. Des mots que le sergent Sébastien répétait souvent à Sophie. Le vrai courage est de tendre la main quand on a peur. La vraie noblesse est de reconnaître la valeur au-delà des apparences. Ce soir-là, alors qu'ils savouraient des sushis dans un restaurant exclusif de Paris, un homme d'affaires milliardaire, une ancienne employée de maison devenue cadre, une enfant précoce et une dame âgée de banlieue, quiconque les aurait observés n'aurait pas vu l'improbable combinaison sociale qu'ils formaient, mais quelque chose de bien plus rare et précieux. Des personnes qui avaient trouvé, les unes dans les autres, le meilleur d'elles-mêmes. Et quand Sophie, entre deux éclats de rire, demanda à Antoine s'il pouvait danser à nouveau comme au bal, il accepta sans hésiter. Au milieu du restaurant, sous des regards curieux et des sourires indulgents, l'homme qui dirigeait un empire et la fillette qui avait changé sa vie tourbillonnèrent dans une danse simple et sincère, célébrant non seulement une amitié improbable, mais la redécouverte de la joie de vivre pleinement, avec courage et bonté. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie et Antoine a touché vos cœurs, montrant comment des gestes de courage et de bonté peuvent transformer des vies entières. Pour plus d'histoires qui explorent l'âme humaine dans ses multiples dimensions, nous avons préparé une playlist spéciale que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien à gauche de l'écran. Si ce récit de résilience et de nouveau départ vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser ce pouce bleu spécial qui nous motive à continuer. Partagez également dans les commentaires vos propres histoires de rencontres qui ont changé votre vie. Nous adorons découvrir les expériences de nos auditeurs. Et rappelez-vous, parfois, ce sont les gestes les plus simples qui ont le pouvoir de transformer le monde qui nous entoure.